vous êtes déjà senti triste, démotivé, comme si le poids du monde se reposait sur vos épaules, eh bien, vous n'êtes pas seul. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la cour commune. Depuis le studio François-Xavier en Noumont, aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui touche de plus en plus de jeunes, la dépression. Elle n'est plus un tabou, mais reste encore trop méconnue. Nous allons tenter de comprendre les mécanismes de la dépression et de trouver des pistes pour s'en sortir. Alors, on en parle avec mes invités qui sont déjà dans ce studio. À ma droite, tout juste à côté de moi, j'ai monsieur André Alironou. Il est psychologue. Bonjour. Bonjour Antonia, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'avoir répondu à notre invitation une fois encore. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de télé. D'accord. Juste à côté de vous, nous avons Madame Mirabel Adorinzin. Elle est conférencière, mais précisément pour ce sujet, elle est une militante en santé mentale. Bonjour Mirabel. Bonjour Madame Antonia, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci d'avoir répondu d'ailleurs à notre invitation. Merci à vous. Et donc, tout juste en face de vous, nous avons une charmante dame, Madame Nonfon Dossi Ouessika. Bonjour. Bonjour Madame Antonia, c'est un plaisir d'être ici pour partager mon témoignage et édifier toutes les personnes qui souffrent de la dépression. Oui, vous êtes d'abord journaliste de profession, mais vous êtes ici pour nous témoigner ce que vous avez vécu pendant une bonne période de dépression. C'est exact. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je commence par vous, Monsieur André Alironou. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la dépression? C'est quoi la dépression? Bien, simplement, on parle d'un trouble. C'est un trouble, j'ai envie de dire, psychiatrique. On dira trouble de l'humeur, qui va avoir des conséquences sur votre comportement, sur votre manière de vie. Comment on va dire en français simple pour que les gens comprennent, c'est que la manière d'être triste de tous les jours que vous connaissez, ça va se prolonger dans le temps. Et scientifiquement, on dit plus votre tristesse, c'est-à-dire vous allez cumuler certains symptômes pendant au moins 14 jours. Donc, il ne suffit pas de trouver votre enfant triste aujourd'hui, ou bien il est triste en 2 heures, le matin, le soir, il reprend la joie, vous dites qu'il était dépressif. Non. Et votre femme était triste, ou bien, bon voilà, elle manquait de sommeil ou d'appétit, vous allez dire qu'elle était dépressive. Non. Mais si ça se prolonge, c'est-à-dire vous comptez du premier, nous sommes le premier aujourd'hui, sa tristesse n'a pas changé jusqu'au 14, au 15, alors vous allez dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on peut parler de dépression. Donc, ce n'est pas seulement la tristesse, entre guillemets, qu'on dira sur le thème scientifique, les déprimes de chaque jour qui vont constituer la dépression, mais c'est le prolongement dans le temps. Mais là encore, il faut que vous cumulez simultanément 5 à 6 critères pour dire que vous êtes dépressif. Nous allons revenir sur les critères d'ici là. Bien sûr, pas de souci. Ok, Madame Mirabel Adorinzin, dites-nous, selon vous, c'est quoi la dépression? Bon, le professionnel de santé a déjà expliqué. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Alors, c'est déjà une maladie. C'est une maladie, ce pourquoi c'est bien d'ailleurs qu'on ait fait référence à un professionnel de santé, notamment un psychologue. Selon moi, pour rajouter quelque chose ou simplement pour dire ce que je pense, la dépression, c'est cet état de tristesse accrue qui plonge une personne, l'intéressée donc dans un mal-être profond. Et comme il l'a dit tout à l'heure, il peut avoir la tristesse, il peut avoir la déprime, et ce n'est pas forcément ça déjà la dépression. La tristesse peut arriver aujourd'hui et disparaître demain, la déprime également, mais lorsque cet état de tristesse-là se prolonge sur une certaine durée, il l'a dit 14 jours, il faut savoir déjà qu'il y a les signes de la maladie, qu'est la dépression, et il faut vite aller se faire consulter. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, merci pour toutes ces explications. Madame Nonfon Ouessika, vous êtes un témoin. Vous avez vraiment vécu la dépression. À partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que vous êtes en train de vivre une période de dépression? Déjà, c'est une maladie dont on ne se rend pas compte tout de suite. On ne sait pas déjà que c'est une maladie.
la dépression. Et puis, quand on se retrouve dans l'état, dans toutes ces manifestations, on ne peut vraiment pas qualifier ça encore. C'est dans le temps que j'ai finalement compris que j'étais vraiment en train de souffrir de quelque chose. Je ressentais un vide profond en moi. Et j'avais dans le temps une perte totale de motivation. Aussi, j'étais souvent triste, sans raison apparente. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ça, rien ne justifiait ma tristesse. Et ça a vraiment perduré. Et je me culpabilisais. Voilà. Parce que je ne comprenais pas vraiment ce que je vivais. Et donc, je me disais que sûrement c'est quelque part ma faute, ou je dois être à l'origine quelque part. Et ça m'enfonçait davantage. D'accord. Mais est-ce qu'après, vous vous êtes rendu compte des causes de cette dépression? Bien sûr. Bien sûr, parce que dans le temps, j'étais dans une relation que moi-même, je ne pouvais pas encore qualifier. C'est après que j'ai tout compris. J'étais dans une relation toxique. Et c'est cela qui a tout causé. C'était la principale cause de ma dépression. Une relation dans laquelle, au départ, tout allait très bien. Tout était presque parfait. Et progressivement, les attitudes et les mauvaises attitudes ou les mauvaises façons ont commencé par se faire voir. La manipulation, la pression émotionnelle, la charge émotionnelle et toutes ces décharges-là, et aussi le mensonge, et tout ça m'a entraîné dans une perte. Pardon? Oui, la possession. Je me suis finalement rendu compte que j'étais en fait sous une dépendance affective. J'étais dans un cercle vicieux de dépendance affective. Et puis, je ne le savais pas encore, comme je vous le dis, je ne le savais pas encore. C'est après que j'ai tout compris. Et vraiment, ce sont des facteurs qui m'ont fait perdre complètement confiance en moi. Ça, je vous assure, complètement confiance en moi. Et ça enfonce davantage dans la dépression. Parce que là, lorsque vous perdez votre identité, lorsque vous ne vous reconnaissez plus, alors là, on ne trouve plus sa place dans le monde. On ne trouve plus sa place et je ne vais pas dire ce mot. Je trouverai un synonyme. On a envie de se supprimer. Se suicider. Voilà. De se suicider, voilà. Donc, ça a été jusque-là. Ça a été jusque-là où le monde autour de moi, j'étais incomprise. Personne ne comprenait ce que je vivais. Et moi non plus, je ne pouvais l'expliquer. Je ne pouvais l'expliquer. C'était à quel âge? À quel âge? Disons que ça remonte à une dizaine d'années passées. Bon, à l'âge de 27, oui, voilà. À 27 ans, 27-28 ans que ça a commencé. Mais à 27-28 ans, non, je n'en avais pas encore vraiment conscience. Disons, oui, 27, 28, 29. D'accord. Oui. Que vraiment ça s'est installé. D'accord. Monsieur André Alironou, quelles sont les causes de la dépression? Merci pour la question, mais j'ai quand même envie de demander d'abord à Madame Dessy, si elle le permet, ça a duré combien de temps? Plusieurs années. Voilà. Plus de 5 ans en tout cas, plus de 5 ans. 6-7 ans. D'accord. Et ça, c'est aussi une réalité. Parce que moi, j'ai déjà connu des patientes qui ont fait une dépression, j'ai envie de dire, profonde, pendant 2 ans de ta vie, c'est-à-dire chaque jour avec une dépression jusqu'à 2 ans. Donc, c'est pas que vous vivez la chose, 1 mois, c'est fini, 2 mois, c'est... Oui, vous pouvez faire une dépression, c'est ce que la dépression a de plus merveilleux, ça. En même temps que, oui, quand j'en parle souvent avec le sourire, je sais que c'est certains téléspectateurs qui vivent la chose et disent, mais lui, c'est un fou. Bon, la dépression, c'est la seule maladie psychiatrique, comme on ne cesse de le dire, qui peut vous faire voir le pire de la vie, mais en même temps, c'est la seule qui se guérit totalement et qui peut aussi s'auto-guérir.
C'est-à-dire, sans médicaments, vous pouvez guérir. Sans traitement, vous pouvez guérir de votre dépression. Comme vous pouvez en mourir, vous pouvez devenir fou par la dépression. Et c'est la seule maladie pratiquement qu'on retrouve dans toutes les autres maladies. Que ce soit psychiatrique, que ce soit médical, tout ce que vous voulez. La dépression se retrouve, vous allez trouver un bout de dépression quelque part. Et comme on le dit souvent, son mot l'explique très bien pour que les gens comprennent. Dépression, c'est en latin ils disent dépressio. Vous descendez, vous êtes à un niveau, vous descendez. D'accord. Et cette fois-ci, c'est émotionnellement, c'est sentimentalement, c'est psychologiquement. Et elle a bien défini les thèmes, et pour ne pas dire les causes. Elle a parlé de désintérêt total pour tout. Elle a parlé de perte d'intérêt, voilà, perte d'intérêt. Elle a parlé de sentiment d'inutilité. Je ne me sentais plus utile à quelque chose. Et l'autre chose qu'elle a mis qui est très intéressante, elle dit, je me culpabilisais. Oui. Ça, c'est propre à l'Africain, ça. C'est ma faute. Il ne peut pas aller chercher... C'est ma faute. Non seulement il va avoir la culpabilité, mais en plus, c'est le fait que ce soit... Cette culpabilité n'est pas genre... C'est parce que je le... C'est comme si je le mérite ou que ça vient d'ailleurs. Et les causes, elle a dit, l'une des premières causes, surtout chez les jeunes aujourd'hui, c'est la déception. La déception amoureuse. Déception amoureuse. Aujourd'hui, la plupart des jeunes dépressifs que vous allez trouver, c'est une question de cœur qui est en bas. Ou d'échec. Soit, voilà, il attend. Et puis souvent, dans les échecs, si ce n'est pas scolaire, c'est professionnel. Bon, pour les jeunes adultes, c'est professionnel ou c'est, j'ai envie de dire, dans l'amour. Donc, quand on prend les échecs, c'est aussi sur ces trois plans-là. Soit c'est scolaire, mais scolaire souvent sous la pression des parents. Des parents. Oui, des parents et de l'environnement. Quand on a mis tellement de pression sur l'enfant, on lui a fait tellement croire que s'il échoue, le monde va tomber sur sa tête. Et qu'il a fait tous ses efforts, il s'est dépassé autrement. Et qu'à la fin, le résultat reflète tout ce qu'il est. C'est-à-dire, il n'a pas su faire les efforts au bon moment, au bon endroit, et que l'échec n'est peut-être pas de sa faute, mais qu'on ne comprend pas son échec, et qu'on l'accuse encore de cet échec. Quand peut-être dans l'échec amoureux, elle est allée, elle s'est tellement investie dans cette relation, surtout les premières relations, où elle pense avoir trouvé son homme-dieu, son homme divin. L'idéal c'est bon, mais c'est au-delà de l'idéal. Parfait. C'est tout quoi en fait. Et que du jour au lendemain, après 3 mois, 6 mois de relation, elle commence par redescendre sur terre. Petitement, elle se dit, ben, je suis où? Et ça, c'est des chocs qu'on encaisse émotionnellement très difficilement. Et donc, maintenant, quand elle s'est investie dans cette relation et que l'autre n'était pas venu pour se marier, pour avoir une âme sœur tout de suite. Lui, il est venu à une aventure. Et qu'elle est venue à peine de commencer son aventure qu'on lui dit, ça va finir comme notre sœur rapidement. Vous voyez, quand on dit, vous rentrez en amour, c'est ça, on dit, quand vous voulez aimer, l'amour, c'est un processus. C'est pas un coup de foudre. Comme le disent certaines personnes. C'est pas un coup de foudre, c'est un processus. Ça commence quelque part. Donc vous voyez venir les choses, vous installez les choses. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si on veut aller, c'est pas seulement cette cause-là. Il y a plusieurs autres causes. Et puis, vous pouvez être dépressé à partir de la perte d'un parent cher. D'accord. Vous pouvez partir en dépression à partir de la perte de votre fonds de commerce ou de votre commerce. Imaginez, vous êtes à Dantopar, c'est tout votre compte. Vous avez emprunté peut-être de l'argent, fait des prêts au niveau de la banque pour ravitailler votre boutique et vous revenez le lendemain, on dit ça a pris feu. C'est une raison, on a vécu dans ce Bénin et on a reçu des patients à partir de là. Ou bien vous avez fait une bonne recette et vous avez été agressé, on vous cambriole, on prend tout de la recette. Donc il y a tellement de choses qui peuvent vous amener, comme une maladie peut vous amener à aller en dépression. Donc quand on prend toutes ces causes-là pour ne pas
oublié de citer les causes. On parle de causes biologiques, c'est-à-dire vous pouvez être dépressif ou bien vous pouvez être sujet à la dépression, vous pouvez être plus propice, si je peux dire les mots comme ça, c'est-à-dire vous êtes plus candidat, vous êtes plus apte à aller à la dépression parce que vous avez reçu des gènes qui vous prédisposent à cela. D'accord. Donc, si vous aviez connu des parents, vous êtes issu de parents. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement établi, mais cette cause n'est pas écartée. Vous avez issu des parents qui, quand même, étaient sujets à la dépression, à ces maladies psychiatriques et tout ça. Il y a la probabilité que vous deveniez dépressif sous certaines conditions, dans certains conflits, est plus probable. Et si, évidemment, ces critères-là, ou bien que vous êtes ancré à une maladie, on parle de maladies incurables, on parle de diabète, on parle je sais pas, de VIH-Sida, de toutes ces maladies qu'on connaît qui, déjà, vous font voir que vous allez prendre des médicaments à vie. Il n'y a pas on vous annonce un cancer. Vous voyez, ces choses-là font que tout de suite, votre émotion, votre humeur est touchée. Et donc, ça peut vous plonger dans la dépression. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus ce qui est plus en vue, c'est nos conditions de vie. L'environnement. Il y a les trois niveaux là qu'on regarde. Il y a le niveau biologique, il y a le niveau génétique et il y a le niveau environnemental. Dans l'environnement, comment on vit, comment on vit, qui nous entoure, comment on est éduqué, comment on mange, comment on parle, quelle est notre hygiène de vie. Tout ça là sont des sujets qui nous amènent à la dépression. C'est pour ça que j'ai dit personne n'est épargné. On est tous malades. D'accord. Madame Mirabel Adorinzin, vous êtes militante en santé mentale. Vous avez déjà mobilisé des jeunes que vous avez essayé d'apporter votre plus à l'endroit de ces jeunes-là qui sont très souvent déprimés, qui traversent une période de dépression. Dites-nous, les jeunes avec qui vous avez échangé, quelles sont leurs causes? Est-ce qu'ils se sont confiés? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, merci beaucoup pour la question. Il faut déjà savoir que les personnes dépressives ont beaucoup de mal à parler, à s'ouvrir. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir les amener à se confier. Néanmoins, dans ma marche, dans cette cause, j'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes qui ont pu s'ouvrir, notamment des jeunes femmes. Je me suis beaucoup plus tournée vers les femmes, pas pour dire que les hommes ne sont pas sujets à la dépression, mais il faut quand même savoir qu'on rencontre beaucoup de femmes qui sont plus sujets à la dépression. Alors, parlons de causes. C'est un peu de ce que le psychologue a dit tout à l'heure, c'est vraiment ces causes-là. Je ne vais pas vraiment revenir là-dessus, mais pour ma petite enquête, la cause qui revient le plus, surtout chez les adolescentes et les jeunes femmes, c'est vraiment l'environnement. Il a évoqué l'aspect de l'environnement. C'est l'environnement dans lequel nous grandissons, dans lequel nous vivons. Ce sont les paroles des autres à notre endroit. Il faut savoir que chez les adolescentes que j'ai beaucoup rencontrées, il y a les paroles des parents qui leur pèsent beaucoup dessus. On peut rencontrer surtout en Afrique, nos mamans, nos parents en général ne mâchent pas leurs mots. On peut rencontrer beaucoup de familles dans lesquelles les mots sortent tout crus. Peut-être lorsqu'un parent est énervé, il ne va pas se contrôler, commencer à insulter son enfant. « Ah non, mais tu es bête, tu es nul, tu es inutile. » Et il faut savoir que la parole est créatrice, tout comme elle est destructrice. Moi, je dis toujours, si Dieu, notre Créateur, a pu nous créer, a créé le ciel et la terre et tout l'univers sur la base de la parole, c'est que, et il nous a donné à nous également le pouvoir de créer sur la base de la parole, c'est que chaque parole qu'on sort a le pouvoir de créer quelque chose. Surtout quand on est parent vis-à-vis de son enfant, parce qu'en général, l'enfant va voir son père, sa mère comme ses héros. Voilà, c'est Dieu sur terre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on nous apprend à considérer nos parents en Afrique. Donc, quand tu es là et que ton père, ton héros, ton Dieu sur terre te dit que tu es inutile, que tu es bête. Finalement, ces paroles-là prennent forme, prennent corps dans le système de pensée de l'enfant qui va commencer à y croire,
à croire qu'il est bête, qu'il est inutile, qu'il ne sert à rien. Et petit à petit, c'est ce qui va s'installer dans sa tête. Quand il grandit, même alors qu'il se retrouve dans la vie professionnelle, il a l'impression, déjà par la perte de confiance en lui-même, il a l'impression que rien ne lui réussit, justement parce qu'il est bête, parce qu'il est inutile, selon que lui ont dit ses parents, et il perd confiance en lui. Donc finalement, il ne sait plus en fait pourquoi il vit. Les enfants, des adolescents de 17-18 ans, on arrive à se demander, mais c'est quoi le sens de la vie en fait? Qu'est-ce que je fais sur Terre si tant est que je suis inutile, si tant est que tout ce que j'entreprends ne me réussit pas? Donc il y a vraiment l'environnement. En dehors même des causes parentales, le psychologue l'a évoqué tout à l'heure, les relations amoureuses. Et très souvent, il faut noter que quand ça se passe mal dans une relation amoureuse, c'est pas forcément comme ça dans tous les cas, hein, mais très souvent, quand une femme va demeurer dans une relation toxique, c'est bien souvent parce qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est bien souvent parce qu'elle ne connaît pas son identité, elle ne sait pas qui elle est, et donc elle laisse l'homme, son partenaire, définir qui elle est. Donc elle se voit au travers de cet homme-là, elle se dit, mais si je le quitte, qui va encore me permettre de définir qui je suis? Qui va m'accorder cette sécurité-là, cette soi-disant sécurité? Donc elle reste, elle subit ça. Elle subit parce qu'il y a ce problème de manque de confiance en elle qui vient bien souvent de l'adolescence, de son environnement, de peut-être ses parents, des paroles, du comportement de ses parents ou des personnes avec qui elle a grandi. Donc ce sont les causes qui reviennent le plus. L'environnement, c'est en gros ce que je peux dire. D'accord. En parlant d'environnement, je m'oriente vers vous, Madame Nofond aussi. La période où vous avez vécu la dépression, vous avez dit tout à l'heure, pendant 5 ans environ, quel était le regard de la société? Quel était le regard de tous ceux qui vous entouraient pendant cette période? Déjà, il faut dire que le regard de la société peut être dur quand vous souffrez de la dépression. Déjà, une personne dépressive n'est pas facilement comprise. Du coup, on ne vous excuse pas en fait. On ne vous excuse pas. On trouve que c'est de votre faute ou que vous ne voulez pas avancer ou que vous avez choisi. Voilà, vous avez choisi. Vraiment, on trouve que vous avez choisi de vivre ce que vous vivez et qu'il suffit juste de positiver pour s'en sortir. Il suffit d'être optimiste pour s'en sortir. Mais ce n'est pas vraiment évident. Je vous assure, ce n'est pas vraiment évident. De nature, je suis joyeuse. Je vous parle de moi, je suis naturellement joyeuse. Mais vous imaginez avec la dépression, je n'ai pas vraiment su maintenir cette nature de moi. Même quand j'étais consciente qu'il fallait positiver, même quand j'étais consciente qu'il y a le meilleur devant, je ne trouvais pas cette force en moi de pouvoir y arriver. Ce n'est vraiment pas évident. Pas du tout. Il y a comme vous voulez aussitôt réagir. Oui, en fait, c'est juste pour lui expliquer et expliquer aux téléspectateurs. C'est comme vous allez à moto et le carburant est fini. Voilà. Vous savez que vous n'êtes pas encore à destination. À mi-chemin, votre carburant est fini. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La moto va aller où? Tant que vous ne rechargez pas, vous n'irez nulle part. Donc, c'est votre énergie vitale que la dépression vient attaquer. Exactement. Tout ce que vous avez qui vous permet de communiquer. C'est ce mode de communication que la dépression vient attaquer. Donc, il vient attaquer la source. C'est-à-dire, c'est comme s'il vient boucher l'entrée du tuyau de la carburation qui va alimenter le moteur. Le moteur n'a pas d'énergie. Vous voulez qu'il bouge pour aller où? Une petite parenthèse, je me rappelais, quand j'entrais dans la relation dont je parle, il y a une sœur qui me disait, Dossi, depuis que tu as commencé cette relation, tu as changé. Tu es devenue enfermée. Tu es timide. Parce qu'elle me connaît, je n'étais pas comme ça. Donc vous voyez, donc quand le spécialiste dit notre énergie vitale qui a attaqué, c'est vraiment ça. Parce que comment expliquer que vous étiez une certaine personne joyeuse, conviviale,
sociable et du coup, vous êtes enfermé, réservé. Et vous avez du mal à aller vers les autres. Vous devenez très méfiant. Oui, j'ai développé beaucoup de méfiance avec, dans cette période-là. Beaucoup de méfiance dans cette période. Mais après cette période de dépression, Dossi, qu'est-ce qu'elle est devenue après? Après ça? Mais je me suis retrouvée avec des séquelles. Avec des séquelles, est-ce que vous réservez toujours, est-ce que vous avez un autre regard envers la société, les hommes, parce que c'est un homme qui vous avait mis dans cet état. Mais aujourd'hui, quel est le regard que vous avez envers les autres? Ça a été un long processus. Un long processus. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Je peux dire aujourd'hui que je suis à 99,99% rétabli. Oui, je le dis, pour ne pas dire 100%, pour dire que ce n'est jamais fini, on continue toujours de se recharger. Donc ça a été un long processus. Au départ, vraiment, ça n'a pas été facile. Déjà, ça m'amène déjà à parler de comment j'ai pu vraiment m'en sortir. Comment j'ai pu m'en sortir. On parlera bientôt de la guérison. D'accord. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai pu me rétablir, en fait. Ça a été un long processus. Vraiment, à des moments donnés, quand j'ai su que je souffrais de la dépression, avec toutes ces séquelles, puisque j'avais du mal à aller vers les autres, moi qui étais très sociable, j'avais du mal à aller vers les autres, à aborder les gens. Et surtout quand vous manifestez un comportement qui a un miroir en moi. Quand je vous vois à travers quelque chose que j'ai vécu tout de suite là. Mais là, vous n'êtes pas totalement guéri. Non, je ne vous parle du processus. Oui, à un moment, quand j'ai commencé, quand j'ai décidé de sortir de la zone de confort et tout, et de reprendre à vivre, ça n'a pas été du tout facile. Et quand je reprenais mes activités, j'étais bloquée par ça. Quand je vois en vous une attitude que j'ai subie, je recule. Et donc, à chaque fois, je retournais encore dans mon enclos. À chaque fois. Donc, ça s'est répété une fois. Et finalement, vous avez dit qu'on va parler de la guérison tout à l'heure. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais juste dire aux téléspectateurs que ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas d'un coup qu'on guérit de la dépression. C'est un processus. Et il faut déjà reconnaître qu'on est déprimé. Et c'est par là que la guérison commence. D'accord. Monsieur André Alironou, quand on revient dans la société où les personnes qui nous entourent, le regard de ces personnes-là, quand on change de comportement, quel devait être le rôle ou les rôles que devraient jouer ces personnes qui nous entourent? Elles font tout le contraire de ce qu'elles doivent faire, y compris des professionnels. On fait toujours tout le contraire de tout ce qu'on doit normalement faire, parce que ce n'est pas évident. Hein. Et vous avez parlé de professionnels, vous parlez de qui? Même les professionnels, vous allez vers un médecin, vous allez vers, si vous voulez, un psychiatre, un psychologue. S'il n'a pas l'œil tout de suite, parce qu'il faut faire un diagnostic, il faut écouter, il faut entretenir la personne pour pouvoir poser le diagnostic. Et si l'entretien ne se fait pas dans les bonnes conditions, il ne va pas savoir que c'est la dépression. Donc, il ne va pas vous apporter l'aide qu'il faut. Et souvent, malheureusement, le dépressif, il envoie des signaux. Il ne demande pas l'aide expressivement. Il ne le fait pas de façon... Il va envoyer des signaux. C'est à vous de capter ces signaux pour savoir que c'est un SOS. La personne est en train de vous dire, tendez-moi la pêche que je puisse m'en sortir. Malheureusement, quand on est vraiment dans la dépression, quand j'écoute aussi, je sais qu'elle a vraiment vécu. Quand on est vraiment dans la dépression, c'est-à-dire je te tends la pêche et quand tu viens, je rentre en guerre avec toi. D'accord. Les personnes, elle a dit tout à l'heure, si vous avez compris, dit, quand je vois quelqu'un qui plus ou moins manifeste un peu ce que j'avais été, je me bloque. Or, elle est en train de... Elle a pris la décision de sortir. Elle voit quelqu'un qui peut lui tendre la main et puis elle se bloque. Est-ce que c'est sérieux? C'est vrai. Ce sont les séquelles de la dépression. Et c'est là que la société doit travailler. Parce que c'est... Malheureusement, c'est une décharge émotionnelle. Hein. Donc, vous qui venez aider, vous prenez la décharge. Vous prenez entièrement la décharge. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais n'aide pas un dépressif qui veut, qui peut. Si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment assis,
n'allez pas dire que vous voulez aider un dépressif autour de vous. Demandez, aidez-le à trouver l'aide appropriée professionnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes un pasteur que vous allez aider un dépressif. Hein. Vous allez prendre les coups. Ah bon? Si vous avez un fidèle dépressif, souvent ce que je dis, référez, aidez-le à aller se faire soigner chez des professionnels. Bon, elle a parlé tout à l'heure de la confiance en soi-même. Voilà. Mais on peut parler, amener la personne à avoir confiance en elle-même. Il y a des choses, comme on le dit, la dépression a ses symptômes vraiment atypiques. Vous allez par exemple, on va citer plein de choses, l'insomnie, l'envie de ne... Il perd l'appétit. Ou d'autres vont avoir plus d'appétit dans la dépression. Tout ce qui passe sous la bouche va bouffer. Ou il y a ce qu'on appelle le ralentissement psychomoteur. Il n'a plus, dans le d'inutilité, dans le désintérêt, va s'installer le ralentissement psychomoteur. Pour se lever du lit, c'est ah oui, ça va prendre des minutes, des heures. Exact, c'est exact. Le vrai dépressif qui est couché, quand tu viens l'appeler, André, pour lever la tête, pour te regarder, c'est tout un processus. Ça prend du temps. Et vous qui voulez l'aider, est-ce que vous allez attendre qu'il fasse 2 minutes donc, la pour patience. le regarder? Je suis très patient. Il faut être très patient. Et comme je le dis, il faut se connaître. Parce que vous venez décharger la personne émotionnellement. C'est tout ce que ça veut dire. Aider un dépressif, c'est décharger, lui enlever sa charge émotionnelle négative. Ça va aller où? C'est vous qui prenez d'abord. Donc si vous ne savez pas traiter cela, vous encaissez quelque chose que vous ne pouvez pas prendre. Vous allez aider quelqu'un qui ne sera pas totalement guéri, vous-même vous allez tomber malade. Et si entre-temps, vous-même, puisqu'on est dans le même environnement, vous-même vous aviez déjà des séquelles, vous aviez déjà un vase plus ou moins plein, sa goutte d'eau va faire déborder le vôtre. Et donc, il faut vraiment s'y connaître. Mais la chose à ne pas faire, comme je le dis toujours, c'est de ne pas faire des comparaisons. De ne pas lui dire, il suffit juste de te relever, booste-toi, tu es plus forte que ça, c'est arrivé à ti, nous on a vécu pire que ça, etc. Voilà, même ce sont les paroles que nous entendons souvent. Ce pas des choses qu'il faut dire. D'accord. Madame Mirabel Adorinzin, tout à l'heure, le psychologue disait que ça ne suffit pas de dire relève-toi, tu peux y aller, les gens ont vécu pire que ça. D'autres ne disent même pas avoir confiance en soi-même. Non, laisse-toi aller, il faut sortir. En fait, quand on dit ça, ça n'aide pas le patient. Hein. Justement, au contraire, ça le plombe. Voilà. Parce que ça fait qu'il se sent encore plus inutile, plus incapable. Voilà, et donc, est-ce que ça suffit juste de dire ça lorsque vous conseillez les jeunes à travers vos activités? Est-ce que vous leur dites juste, levez-vous, ayez confiance en vous-même, et là, ça passe? Absolument pas. Hein. Comme l'a dit le psychologue, ça n'aide pas. Bien au contraire, la personne à qui tu dis ça, qui est déjà dans cet état de mal-être, va se dire, donc en vrai, c'est facile de se relever, c'est facile de sortir de là, c'est facile de positiver. Donc ça veut dire que c'est moi en fait qui n'y arrive pas. C'est moi qui suis si faible que je n'y arrive pas. Donc je ne mérite pas de vivre peut-être dans un monde où tout le monde arrive à se relever de ces challenges, de ces situations difficiles, et que ce n'est que moi. Donc, ce n'est absolument pas la chose à faire à l'entame, mais je dirais que c'est beaucoup plus écouter. Écouter et comprendre. C'est ce que, généralement, les personnes dépressives n'arrivent pas à trouver chez les personnes à qui elles parlent. C'est ce pourquoi elles se renferment en elles-mêmes. Une personne qui va prendre le temps de t'écouter, et qui ne va pas te juger, mais va te comprendre. Quand on prend le cas de Dossi, par exemple, je suis sûre que si on devrait aller dans les détails de tout ce qui s'est passé dans sa relation, on ne va pas dire qu'elle-même, elle a été parfaite sur tout, et que le tort n'est venu que de son partenaire. Mais lorsque elle va parler à quelqu'un, la chose à faire déjà, c'est que cette personne ne se mette pas à lui dire « mais toi aussi, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ci », ce serait la juger. Et les personnes dépressives, le jugement les enfonce encore plus. Ce qu'il faut faire,
c'est de comprendre, de dire ok, je t'ai compris. Même si tout de suite on n'a pas forcément la méthode à conseiller, la méthode pour sortir de là, d'écouter et de faire comprendre à la personne que je t'ai compris et je ne te juge pas. Je comprends ce que tu vis. Je ne vis peut-être pas la même chose, mais je sais que c'est dur pour toi. Je sais que c'est difficile pour toi. Et pour ça, il faut de l'amour, moi je vais dire. Parce que c'est l'amour qui va t'emmener à la patience, l'amour de ton prochain et l'amour véritablement grand A pour supporter, d'avoir la patience de te dire que peut-être aujourd'hui vous avez conversé et tu lui as peut-être donné des tips à appliquer et tu te dis que la semaine prochaine, même si elle n'en est pas guérie, ça va diminuer quand même, elle va retrouver un petit peu de joie, mais tu te rends compte que la semaine prochaine, rien n'a changé et tout. Ça peut t'énerver de ton côté, tu peux te dire peut-être qu'elle n'a pas mis en pratique les tips que tu lui as donnés, mais il faut comprendre que c'est pas évident. Je vous assure, moi j'ai compris que pour une personne dépressive, c'est pas évident. Tu peux lui dire fais ci, fais ça, mais en vrai la personne se demande, mais ça me sert à quoi de faire ça? Je dis souvent que la dépression, selon moi, c'est la mort. C'est la mort de la paix, c'est la mort de la joie au-dedans de toi, c'est la mort de l'espoir. Et on le sait tous, c'est l'espoir qui fait vivre. Quand la personne n'a plus d'espoir et qu'elle voit son lendemain sombre, flou, qu'est-ce que tu veux que la personne fasse encore avec entrain? Tu peux lui dire fais ci, fais ça, mais la personne n'a pas la motivation de le faire. Il faut arriver à lui faire avoir à nouveau l'espoir en un lendemain meilleur. Et ça passe par beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, beaucoup de compréhension. Alors moi, je ne suis pas spécialiste en la matière. C'est un thème ou un fléau qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu beaucoup de jeunes en souffrir. Selon l'OMS, 40 personnes se suicident. Non, une personne, excusez-moi, se suicide toutes les 40 secondes dans le monde entier. Vous vous imaginez, même pas en une minute, en 40 secondes, il y a déjà une personne qui s'est suicidée pour cause de dépression. Donc, il y en a tellement. Il y a beaucoup de personnes qui autour de nous souffrent de la dépression, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, je me suis lancé ce défi-là d'écouter. De ne faire qu'écouter, d'accompagner ces personnes-là, mais surtout les orienter vers les spécialistes, me faire accompagner de psychologues, mais également de pasteurs. Parce qu'il faut le dire, il y a souvent le côté spirituel de la chose, même s'il y a le côté médical. Donc, il ne suffit pas pour répondre à votre question, de dire allez, relève-toi, ça va aller. Non, pas du tout. D'accord. Madame Danford aussi, lorsque vous étiez en train de vivre cette période pour sortir, c'est qui la première personne qui vous a tendu la main? Ma foi en Dieu. Oui, mais oui, il y a la foi. Je dis d'abord ça parce que déjà, pour avoir cette personne, je dis que ça a été vraiment ma foi en Dieu parce que cette personne qui a été un facteur déterminant dans le processus, on n'est pas vraiment en contact aujourd'hui. Donc je dis ma foi en Dieu parce que c'est vraiment cette foi-là, parce que j'ai compris que je devais réussir et que je devais m'en sortir. Je ne savais pas encore comment guérir, comment j'allais faire, mais ce qui a été mon mobile, c'était ma foi en Dieu. Et dans cette foi, Dieu m'a donné d'être en contact avec une personne qui était très ouverte, qui m'a accepté, qui ne me jugeait pas, même si cette personne avait peut-être des idées derrière, elle était disponible. Vraiment, 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 je loue ça. Vraiment, je loue ça et je bénis le Seigneur pour la vie de cette personne. Elle était disponible et quand je me trouvais dans la fosse, quand je me trouvais enfoncée et que je devais faire une bêtise, je lui écrivais. Il était toujours là. Il demandait d'après moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu penses à quoi? Alors je lui parlais, je lui disais comment je me ressentais et ce que j'allais faire. Il m'est arrivé vraiment de lui dire, vraiment, je suis fatiguée, je pense que c'est pas la peine. Je pense que ça vaut mieux franchement, quoi, de ne pas exister. Et il me disait, écoute, ne fais pas de bêtises, tu es où? Dis-moi où tu te trouves. Et il maintenait le contact avec moi.
Et il était en contact, il connaissait, comment on dit, des proches de moi et tout. Donc, il me demandait toujours, tu es où? Donc, du genre, si vraiment ça allait aller à un certain niveau, c'est qu'il viendrait me récupérer. Donc, cette personne a été vraiment, c'est un ami, comment on dit, un grand frère. Il a été vraiment déterminant dans mon processus. C'est un moment où il n'y avait personne, je vous assure, même à la maison, même avec mes propres parents, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je vivais. Je me culpabilisais déjà. Et eux aussi, ils se disaient que c'est ma faute, que je peux m'en sortir et que je n'avais pas à être tout le temps. C'était clair, quand on me voyait, j'étais comme une personne, c'est que j'étais sans vie en fait. J'étais comme une mourante. Sans joie, sans rien, j'étais vide. J'étais vide et ça se voyait. Je me rappelle, il y a une tante qui me disait, mais tu ne souris pas, tu es toujours triste, qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, il y a une tante qui s'est approchée de moi, elle m'a parlé, elle me disait que, ah, Dossi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toujours ci, toujours ça. Et je lui ai expliqué un peu comment ça se passait à la maison. Ce n'est pas la faute à mes parents. Eux, ils ne comprenaient pas ce que je vivais et moi non plus, je ne savais pas vraiment ce que je vivais. Donc, je lui expliquais comment telle ou telle personne se comportait avec moi. Et elle me disait, ça va aller, je te comprends et tout. C'est vrai, il arrive que telle soeur ou telle personne se comporte comme ça. Vraiment, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Et elle me disait ça. Elle me disait ça. Donc, dans le processus, il y a Mirabel qui a dit qu'il faut vraiment pouvoir être écouté. Et Dieu m'a donné cette grâce-là d'être écouté. Une personne qui était là et qui m'écoutait. Donc c'est déterminant dans le processus. Je l'ai eu. Monsieur André Alironou, nous allons aborder les symptômes. Vous avez tout à l'heure abordé quelques symptômes. Dès que nous voyons un proche près de nous, peut-être il a la dépression, mais on ne sait pas que cette personne traverse une période de dépression. Dites-nous, quels sont les symptômes qui pourraient amener une personne proche d'un victime à identifier que telle personne aurait traversé une période de dépression sans avoir échangé même avec la personne? Laisse-moi d'abord dire encore bravo à Dossi, courage, et pour ne pas dire... comme on le dit, hein, c'est une vraie Amazon. Pour témoigner comme ça, il faut avoir beaucoup d'émotions. Il faut avoir du courage et je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, téléspectatrices qui nous écoutent et qui se voient dans le cas. La chose la plus importante, elle a dit, c'est vous qui faites la dépression, c'est encore vous seul qui pouvez sortir de la dépression. L'aide ne vous sortira pas. L'aide qu'on va vous apporter, le soin ne va pas vous sortir. C'est votre décision qui vous aide à sortir. On va peut-être revenir un peu plus en détail. Mais pour symptômes, déjà, la dépression, c'est pour ça que quand j'en parle, j'ai ri parce qu'elle ne se cache pas. La première chose que vous voyez tout de suite, vous n'avez pas besoin d'être l'ami de quelqu'un. Vous avez vu aussi 3 fois, vous savez plus ou moins que cette fille, c'est une fille joyeuse. La 4e fois, vous la voyez, l'humeur va changer. Et c'est quoi le juste milieu entre traverser la dépression et avoir des soucis? Le souci, c'est temporaire. C'est temporaire. C'est juste pour, j'ai envie de dire, pendant quelques minutes, pendant quelques heures. Et puis ça passe. Vous pensez, et quand vous êtes, comment on l'appelle, vous faites, je n'ai pas envie de dire déprime, vous êtes triste, vous avez la capacité d'aller chercher l'aide qu'il faut tout de suite. De dire, ah, Antonia, ça va pas, est-ce que tu peux m'aider, j'ai tel souci. Vous cherchez l'aide autour de vous. Mais dans la dépression, vous n'avez même pas la force d'aller chercher l'aide. Et quand l'aide vient, vous n'avez pas la force de la prendre. D'accord. Il faut qu'on insiste pour vous donner cette aide. C'est la nuance. Ce qu'elle a dit, écoutez, d'accord, mais la disponibilité. La persévérance de celui qui est disponible. Et oui. Parce que vous voulez écouter, mais vous n'êtes pas disponible. Ce n'est pas la peine. Vous êtes disponible, vous n'êtes pas disponible une fois et c'est fini. Il faut être persévérant dans la disponibilité. Ce n'est pas parce que vous êtes disponible une semaine, 3 jours que vous allez dire, bon, j'ai été disponible suffisamment pour elle pendant 1 mois. Non, il faut être disponible. Quand vous voulez être disponible pour le dépressif, ce n'est pas vous qui faites le soin. Vous venez chercher le dossier, vous l'amenez chez André, vous asseyez. D'accord, on assiste. Non, pas dans la salle. Vous pouvez rester dans la salle d'attente. Ok, dans la salle d'attente. Jusqu'à ce qu'elle finisse, qu'elle voit que vous êtes là. C'est ça la disponibilité. D'accord. Vous ne savez pas ce qu'ils se sont dit là. Hein. Vous avez payé le soin pour elle. Mais vous êtes venu la chercher,
l'amener. Après ça, vous allez manger avec elle. Question de montrer qu'elle peut compter sur quelqu'un. Ça vaut encore la peine de rester en vie. Et ça, on ne trouve pas souvent. Ça, c'est pour ça que je dis, n'aide pas qui veut, mais qui peut. Parce que vous prenez une charge, une décharge. Et donc, oui, il y a, entre autres, la première chose qu'on voit, c'est le changement d'humeur. Ça, là, ça ne se cache pas. D'accord. Et dans la dépression, si vous étiez triste avant, vous allez peut-être devenir joyeux de façon euphorique et exagérée. Vous étiez joyeux avant, c'est vous qui ambiancez, vous allez devenir tout de suite très triste au point où vous allez commencer par vous enfermer, vous n'avez pas... Vous allez commencer par observer... Je n'aimais plus le monde. Plus rien qui auparavant vous faisait plaisir ne va vous faire plaisir. Le désintérêt total. Rien auparavant qui vous faisait plaisir ne vous fera plaisir. Les choses que vous faisiez avec aisance vont devenir très compliquées. Vous êtes journaliste, venez présenter. Ah, ça va être la croix à la barrière. Vous allez peut-être faire... Et c'est ça encore qui tue davantage parce que vous allez aller puiser dans votre fonds, dans vos réserves pour répondre à certaines obligations professionnelles ou, j'ai envie de dire, conjugales ou familiales. Et ça vous épuise davantage. Ça vous plombe davantage. Donc, quand vous finissez un effort qui ne vous coûtait rien avant, vous êtes davantage plombé. Et donc, vous n'avez pas envie de recommencer cet effort. Facilement, on perd son boulot. Facilement, on perd sa relation. On perd sa famille. On perd tout. Son commerce et tout. Donc, oui, l'humeur va changer tout de suite. Il n'y aura plus de productivité. Vous ne serez plus capable de réfléchir de vous-même. Vous n'allez pas trouver l'exercice. Ça ne vaut pas la peine de le faire. On a déjà parlé de désintérêt. Il y aura l'insomnie parce que quand vous êtes dans la dépression, bon, quand je parle, je vais dire les troubles du sommeil. Parce que pour certains, il va avoir les insomnies. Il y a différents types d'insomnie. Il va avoir les insomnies. Mais pour d'autres, il va avoir l'hypersomnie. Parce que pour celui qui va être dépressif, va avoir les insomnies, il n'a pas envie de sortir du lit. Non, pardon. Il n'a pas envie de dormir. De dormir. Parce qu'il a peur de dormir, de mourir. De mourir. Il n'a pas envie de... Oui, si je dors et que je ne me réveille plus. Maintenant, pour celui qui va avoir l'hypersomnie, c'est-à-dire, il est jour, mais il n'a pas envie de sortir du lit. S'il se lève, les problèmes attendent. Est-ce que je vais sortir du lit? Ou, comme je l'ai dit, sans régime, je suis sûr qu'elle a maigri encore plus. Ça, elle est devenue squelette. Oh. Ça fait partie des conséquences. Des symptômes. J'avais énormément dépéri, oui. Et dans puis, le temps. bizarrement, énormément. Psychologiquement, elle va avoir rarement faim. Psychologiquement, avoir rarement faim psychologiquement. Oui, c'est-à-dire quoi? Son corps est là, hein, vous voyez que le dossier n'a pas encore mangé depuis un jour. Je vous assure, ce n'est pas faux parce que dans le temps, je ne m'intéressais même pas à mon alimentation. En fait, c'est quand mon corps, c'est en état d'alarme que je me rends compte que je n'ai pas mangé. Voilà. Je ne mangeais pas. Encore... Je travaillais seulement. J'étais, comment dire, ma façon de m'en sortir dans le temps, j'étais que focus boulot. Je travaillais H24, je vous assure tout. Je faisais que ça, que travailler. Donc, le travail quand même a contribué à quelque chose. Non. Quel travail vous faites? De fuir. En fait, je ne me disais même pas que je fuyais quelque chose. Moi-même, je ne savais pas ce que je vivais, en fait. Mais ça, je pense, ça fait partie des symptômes, des conséquences de la chose. Il n'y avait rien d'autre qui comptait que de travailler, de gagner de l'argent. Et je travaillais vraiment de façon... Je ne faisais que travailler. Ce n'est que ça. D'accord. Mirabel Adorinzin, comment peut-on faire afin que les jeunes ne soient plus déprimés? Il faut qu'on efface... Bon, on ne peut pas tout effacer quand même, mais amener les jeunes... Parce que de jour en jour, il y a plus de jeunes qui sont déprimés. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les jeunes comprennent que ça ne sert à rien d'aller vers cela? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tout à l'heure, quand j'ai parlé des causes, j'ai plus insisté sur l'environnement. C'est ce sur quoi je vais revenir un peu pour ma part. Je vais inviter, en fait, tout un chacun de nous à être plus attentif, si je peux le dire ainsi, plus attentif par rapport à notre environnement, par rapport aux personnes qui nous entourent. Parce que
ça commence toujours, ou dans la plupart des cas, par une simple tristesse, par un challenge, par une situation difficile de la vie qu'on n'arrive pas à surmonter. Lorsque vous voyez qu'il y a une personne autour de vous qui a perdu un être cher, une personne qui a perdu son boulot, une personne qui a une situation professionnelle ou financière difficile, ou encore une personne qui vit un conflit relationnel et que vous ne vous intéressez pas à cette personne-là, que vous n'êtes pas disponible, comme l'a dit le psychologue, pour cette personne, essayez d'apporter quand même un soutien moral à cette personne-là. C'est qu'on a laissé cette personne à elle-même et bien souvent, c'est la route qui mène à la dépression. Donc moi, j'aimerais nous inviter, nous tous en fait, à faire attention aux personnes autour de nous. J'aimerais également nous inviter à faire très attention à nos paroles. Là, ça nous concerne tous, mais je fais quand même, je m'adresse quand même beaucoup plus aux parents, voilà, parce que ça c'est ce qui m'importe beaucoup, moi. Parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes enfants quand même qui souffrent de dépression. Donc, moi, ça me heurte particulièrement. Je m'adresse aux parents en disant, faisons très attention aux paroles qu'on adresse à nos enfants. D'accord. La parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut créer quelque chose de bien, tout comme quelque chose de mauvais dans la vie des enfants. La bénédiction, ça passe par des paroles. La malédiction, ça passe par des paroles. Encourageons nos enfants. Ce n'est pas un échec scolaire qui définit votre enfant. Ce n'est pas un comportement mal, un mauvais comportement qui définit votre enfant. Par vos paroles, par votre amour, vous pouvez encore tout changer. L'échec d'aujourd'hui peut devenir une réussite dont vous ne vous imaginez même pas demain. Donc, et Monsieur André Alironou, quels sont les conseils que vous avez à donner aux jeunes afin que ces jeunes puissent ne pas aller vers la dépression? Actuellement, ceux qui nous suivent, c'est qu'il y a des jeunes qui traversent une période de dépression. Quels sont les conseils que vous aviez à donner à la jeune génération? Bien, déjà, c'est d'accepter l'aide qu'on leur offre. Parce que quand vous êtes dépressif, dans votre environnement, il y a forcément une sorte d'aide qui est là. Comme elle a dit, le monsieur est venu pour d'autres intérêts. Mais il a compris que le terrain n'était pas déblayé. Donc, il fallait déblayer le terrain d'abord. Et dans son entreprise, il a apporté l'aide qu'elle attendait en fait. Donc, il y a forcément dans votre environnement, ça peut ne pas être votre père, ça peut ne pas être votre ami, votre copain, votre soeur, tout ce que vous voulez, ça peut ne pas être le pasteur. Mais il y aura forcément une aide à côté. Donc, il faut savoir écouter aussi, le dépressif doit savoir écouter, doit savoir voir ce qu'il y a autour de lui. Et son effort, c'est d'accepter l'aide, de parler à la bonne personne. Je dirais, n'hésitez pas à parler encore et encore. Vous ne perdez rien à parler à Dossi, à parler à Mirabel, à parler à André. Pas de vous livrer, de livrer votre vie, mais pour voir qui va m'aider. Parce que vous ne savez pas qui sera disponible pour vous. Et donc, je dirais, il faut faire très attention à cela. Mais l'autre chose... Très rapidement. Oui, la dépression ne connaît pas l'âge. Tout le monde peut y passer. Bébé, enfants, adolescents, adultes, personnes de troisième âge, tout le monde y passe. Et quand vous faites la dépression une fois, ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais tomber dépressif. Vous pouvez encore le faire. D'ailleurs, ça fait partie du processus de la dépression, la récurrence, la rechute. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de travailler ces mécanismes de défense. Travailler, c'est-à-dire à amortir les chocs. Travailler ses émotions, à ne pas trop se laisser embarquer par les soucis. Les soucis, les émotions, tout à l'heure vous avez dit comment faire pour que vous n'alliez pas à la dépression. Non, comment faire pour que quand la dépression vient à vous, vous ne lui donnez pas vie. C'est ça le travail qu'il faut faire. Ne donnez pas vie, parce que vous n'allez pas, nous sommes dans un environnement, vous n'allez pas éviter que les gens vous insultent. Vous n'allez pas éviter, vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas vous dire des choses. Vous aussi, vous êtes en relation. Donc, c'est comment vous encaissez les paroles des autres. C'est comment vous travaillez ça. C'est sur ça que vous pouvez travailler. C'est la décision que je viens de vous. Une armure. Merci. L'enfant d'aussi, un dernier mot. Oui. Vous êtes notre témoin sur ce plateau. Vous êtes la personne qui a le plus Merci vécu beaucoup, à la Madame Antonia. Merci beaucoup pour cette opportunité, cette occasion
que vous m'offrez de partager mon témoignage, je voudrais m'adresser à deux personnes. En premier lieu, aux personnes qui sont, comment dire, en train de déprimer, et de l'autre côté, à la société, aux parents, à tout l'environnement auquel nous appartenons. À ceux qui font face à la dépression actuellement, je vais leur dire 3 choses. La première chose, on ira très rapidement. Oui, il faut déjà reconnaître qu'on est en train de souffrir de quelque chose. Il faut reconnaître que ça ne va pas et il faut accepter de se faire aider. C'est la première chose. Si vous ne ressentez pas qu'il faut vous faire aider, vous ne pouvez pas faire le pas. Donc, la décision, première chose. La deuxième chose qui va vraiment vous aider à sortir de cet état, c'est de faire les choses que vous aimez. Moi, ce sont des facteurs qui m'ont beaucoup aidé. Quand j'ai compris que je devais réussir et que je devais sortir de cette zone-là, j'ai commencé par faire des choses que j'aimais. J'ai commencé par me reconnecter à mon identité, à mon moi. Donc, j'aimais chanter, alors j'ai commencé par saisir des opportunités pour chanter. J'aime le journalisme. Je ne m'étais pas encore formée vraiment à cela. Et je suis partie dans une formation, j'ai fait une formation et aussi j'ai commencé par sortir, aller à des endroits qui répondaient à mes valeurs. Et aussi, il y a la foi qui a beaucoup aidé dans le processus. Alors, je voudrais dire à un jeune que c'est bien de te confier à quelqu'un, c'est bien, de vouloir sortir de la dépression, mais il est important de s'accrocher à quelque chose. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est ma foi chrétienne, c'est ma foi en Christ. Reconnaître mon identité en Christ m'a vraiment permis de sortir de tout. Je vous assure que c'est ça qui a fait toute la différence. Parce que j'ai compris que j'étais une merveilleuse personne. Je suis une merveilleuse personne. Merci. Je l'ai compris. J'ai compris que je suis une merveilleuse personne. Et toutes les belles choses que j'ai en moi, je me suis reconnectée à ça. Et ça a changé tout. C'est une nouvelle énergie. On avait parlé d'énergie vitale. J'ai retrouvé toute mon énergie. Et on a une nouvelle enfant aussi. Oui. C'est-à-dire l'ancienne, oui, mais vraiment renouvelée encore. Avec beaucoup plus d'énergie. Je n'ai pas oublié ça, c'est très important pour moi. La bienveillance. Chers parents, chers proches, chers amis, la bienveillance, c'est très important. Les mots que nous sortons, faisons attention à ce que nous sortons. Aux mots que nous disons à nos proches. Faisons vraiment attention. Et je voudrais dire quelque chose de spécial aux parents. Est-ce que vous savez que la pression liée au mariage que vous faites sur vos enfants, est-ce que vous savez que ça les conduit dans la dépression? La pression liée au mariage. Va te marier. Va faire un enfant. C'est un sujet, effectivement. Je vous assure que beaucoup de jeunes, parce qu'on a parlé de déception, qui fait partie des causes. Lorsque vous vous jetez dans une relation sans préparation, qu'est-ce que ça peut donner? Mais si on ne dira pas tous aujourd'hui, c'est tellement, nous allons revenir encore sur le sujet. Merci à vous pour vos explications, vos conseils, également le témoignage de nos fonds d'aussi que nous avons eu sur ce plateau. Avec vous, nous avons parlé de la dépression chez les jeunes, un fléau que nous observons de plus en plus. Nous avons exploré les différentes facettes de la dépression chez les jeunes. Nous avons compris que ce n'est pas une fatalité. À tous les jeunes qui nous ont suivis et qui se sentent seuls, sachez que vous n'êtes pas seuls. Il existe de l'aide des personnes à vos côtés, prêtes à vous écouter et à vous accompagner. N'hésitez pas à en parler. La dépression chez les jeunes est un enjeu de société qui nous concerne tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etele.com, notre chaîne YouTube ETele Bénin, notre compte Insta, ETele Bénin, notre page Facebook, ETele en direct via nos applications iOS et Android, ETele Bénin, ETele avec vous, pour vous.